Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour, cher public. Je suis Marc Lapointe, DGA de l'Association québécoise des technologies AQT. Je suis très heureux de vous proposer un nouveau balado On parle techno aujourd'hui. La thématique sera comment voir grand et promouvoir le secteur techno du Québec. La crise sanitaire et l'accélération de l'adoption des outils numériques ont mis en évidence le rôle fondamental des technologies dans l'économie mondiale. Au Québec, le secteur techno représente plus de 3 % du marché de l'emploi et près de 5 % du PIB. C'est plus de 2000 entreprises techno québécoises qui offrent des produits et des services à plus d'une centaine d'industries qui composent les bases de l'économie et font notre renommée mondiale parmi plusieurs secteurs d'activité. À l'AQT, nous sommes convaincus qu'il est temps de voir grand et de tirer profit de ce moment d'effervescence mondiale autour des technologies pour pousser l'expertise québécoise à atteindre son plein potentiel. Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec notre invité, Olivier Laquinte, PDG de Talsum. Bonjour Olivier et merci d'être avec nous. Bonjour Marc, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Olivier, je vais te dire dessus parce qu'on se connaît depuis assez longtemps par amitié. Tu es président de Talsum, une firme qui offre des services de transformation et d'optimisation d'entreprise. Ça fait plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de ce genre d'initiatives informatiques, d'optimisation commerciale et de stratégie. Vous avez d'ailleurs travaillé dans plusieurs industries, notamment les soins de santé, la vente au détail, la pharmacie, le transport et le divertissement. Revenons à Talsum, c'est une entreprise très impliquée dans la communauté qui a connu une croissance vertigineuse. Quand vous avez fondé Talsum en 2010, quelle était la vision que tu avais et comment tu l'as fait évoluer au cours des 12 dernières années? C'est une bonne question, hein, la vision, l'ambition. Quand j'ai démarré Talsum, en fait, c'est drôle parce que on parlait pas de transformation numérique à cette époque-là, en fait. À la fin des années 2000, début 2010, on parlait plus d'implantation de technologie. Mon but, en fait, était de faciliter l'implantation des grands systèmes dans les organisations. Il y avait moins de maturité qu'il y en a aujourd'hui dans la gestion de projet, dans l'architecture techno. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'était s'assurer que quand les entreprises québécoises se lançaient dans des projets d'implantation, il allait réussir à aller chercher les bénéfices de ces implantations-là. Rapidement, après ça, on a ajouté la gestion de changement à notre offre de service parce qu'on a réalisé que la technologie, en fait, elle est peut-être plus facile à faire arriver et à implanter que de s'assurer que les gens, en fait, dans les organisations sont capables de suivre, en fait, d'embarquer dans le bateau, puis d'utiliser cette nouvelle technologie-là. Et ça a été une première évolution de notre vision. Et ça, c'est réellement resté au cœur, en fait, de combiner les besoins des gens avec les capacités de la technologie. C'est resté au cœur de ce qu'on fait. Et quand, justement, le discours, et on a commencé à parler davantage de transformation numérique, puis de prendre la mesure, puis quand je dis on, je pense que c'est l'ensemble de la communauté d'affaires, l'ensemble de la société, qu'on a pris la mesure, en fait, de la transformation puis de l'impact que ça avait dans nos organisations. Et on a gardé cette philosophie-là, puis comme point important de toujours garder l'humain au cœur de cette transformation-là. Puis on a évolué en fonction de ça, en gardant toujours ça au cœur. Puis c'est devenu notre mission maintenant qui est de créer un impact positif à travers les gens, l'innovation et la technologie. Je retiens bien là, l'humain au cœur de la transformation. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Moi, je le sais, mais nos auditeurs ne le savent pas. Talsum, ça vient de quoi? Ça vient de où comme nom? Talsum, ça veut dire la somme des talents. Donc, les gens qui composent l'entreprise vont la faire croître, vont l'aider à cheminer. Puis c'est un peu comme ça que vous avez choisi votre nom. Absolument. Puis en fait, et non seulement les gens à l'intérieur de Talsum, les Talsumiens, les Talsumiennes, mais aussi nos clients. En fait, on a la ferme conviction, pour faire en sorte qu'une transformation ou un projet technologique soit un succès, ça prend des bonnes équipes. Puis les équipes, ils font partie, oui, souvent de consultants externes, mais aussi de gens de l'organisation. Si les deux ne travaillent pas ensemble, si ça ne devient pas la somme de tous ces talents-là, on n'arrive pas à des succès en termes de transformation et en termes d'implantation technologique. C'est la somme de nos talents, c'est la somme des talents des clients. Est-ce que c'est un trait distinctif qui vous permet justement de vous positionner différemment chez les clients? Puis est-ce que c'est facile à vendre comme concept de dire il faut faire équipe ou c'est un peu comme galvaudé puis tout le monde s'attend à ça? Mais qu'est-ce qui fait que chez vous, c'est différent, mettons? C'est intéressant que tu dis, effectivement, c'est
c'est peut-être un peu galvaudé, puis tout le monde s'y attend, mais en même temps, je pense que l'équipe, c'est tout à l'honneur de mon équipe, je crois que c'est fondamental chez nous. Puis en fait, on a nos valeurs, on a 3 valeurs qui sont inspirer, propulser, reconnaître. On considère que pour être en mesure d'aider nos clients à se transformer, il faut être capable de les inspirer, parce qu'on veut les propulser vers le futur. Et surtout, il faut reconnaître ce qui a été fait dans les organisations sur lesquelles on travaille. Je m'explique. Si une compagnie a 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans d'existence, c'est pas vrai que ce qu'elle a fait dans le passé était pas bon. Donc, quand on arrive, on débarque pas avec des gros sabots en disant « Hey, nous autres, on va vous apprendre comment faire les choses. » Non, c'est pas vrai. Pour connaître tout ce qui a été fait de bon, puis bâtir là-dessus. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nos clients, les compagnies avec lesquelles on travaille, ils reconnaissent chez nous, qu'on arrive là dans une posture d'humilité, en fait. On sait ce qu'on fait bien, mais on sait que nos clients, ils font très bien ce qu'ils font aussi. Qu'est-ce qui est la grande différence de Talsum en 2022, de Talsum en 2010 dans votre offre de service? Tu me poses des bonnes questions. Mais c'est la multidisciplinarité. Je pense qu'en 2010, puis pendant plusieurs années, quand on la développait, on avait des équipes de stratégie, des équipes de gestion de changement, des équipes de gestion de projet. Puis tout ce monde-là travaillait un peu en silo. Donc, ils arrivaient puis ils faisaient leurs interventions. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que toutes nos équipes travaillent ensemble dès le début d'une transformation, dès la phase de design. Et on a emmené aussi, je pense vraiment à un autre niveau, quand on parle de mettre l'humain au cœur de la transformation numérique et de partir de ces besoins-là, de partir des besoins des gens, parce que chaque personne est à la fois un client, un employé puis un citoyen. Donc, quand on prend l'ensemble des besoins, les décliner en fonction des objectifs de l'entreprise pour ensuite de ça bâtir le plan de transformation. Fait que cette équipe multidisciplinaire-là, je pense que c'est le plus gros changement. Et l'autre, en fait, c'est la prise de conscience que les entreprises de consultation, puis les entreprises de techno aussi, on a le devoir et la responsabilité d'influencer, d'orienter, je ne dirais pas influencer, mais d'orienter les organisations avec lesquelles on travaille à eux-mêmes créer un impact positif et donc à s'améliorer puis à aller créer des opportunités. On a pris la pleine mesure, en fait, de cette responsabilité-là qu'on a quand on va chez nos clients, qui dépasse le simple fait d'implanter une technologie. J'entends humain, j'entends somme des talents, j'entends imputabilité, responsabilité, des mots qui, je pense, te ressemblent pour t'avoir vu aller. Tu as définitivement voulu inscrire Talsum là, comme une entreprise socialement responsable. On parle de carboneutralité. Pourquoi tu le fais et comment ça se traduit dans votre quotidien? Pourquoi je le fais? Je le disais tantôt, notre mission, c'est de créer un impact positif. Quand on parle en fait que l'humain est au cœur de la transformation, parfait. Mais pour que l'humain puisse continuer d'être au cœur de la transformation, il faut s'assurer qu'on va avoir une planète sur laquelle travailler puis vivre en fait dans les prochaines années. Puis une transformation numérique, si on veut, qui était réussie dans le passé, on disait que c'était l'intersection entre les besoins des gens puis les besoins puis les capacités de la technologie. Et c'est pour ça que les transformations dans les dernières années étaient beaucoup initiées par le besoin de créer une expérience pour les clients, créer une expérience pour les employés et où qu'on soit dans la chaîne de valeur, il fallait contribuer à la création de l'expérience pour le consommateur final. Je pense que dans les prochaines années, une fois que je le pense et je l'espère, les transformations vont être générées par la lutte au changement climatique parce qu'on doit diminuer la production de gaz à effet de serre parce qu'on va faire un virage vers l'économie circulaire. Une transformation numérique va répondre aux besoins des gens, répondre aux besoins de la planète en leverageant la technologie. C'est cet espoir-là, en fait, un peu qui m'anime. Puis quand je parlais tantôt aussi de devoir puis de responsabilité, ben justement, c'est d'orienter puis de répéter ce message-là pour que tout le monde, en fait, collectivement, on l'ait en tête, on le garde en tête dans les décisions qu'on prend pour diriger nos entreprises. C'est vraiment, effectivement, au cœur de le développement du portefeuille de services, puis des méthodes, puis des approches qu'on est en train de faire. Puis comment ça se vit à l'interne chez nous? Ben, ça se vit beaucoup à travers la certification B Corp qu'on est allé chercher, qui nous force puis qui nous pousse à prendre les bonnes décisions en termes de, impact environnemental, mais présence sociale, de gouvernance, bref, sur différents axes de ce qu'on fait. Puis, on se lance des défis de sobriété numérique parce que la technologie est à la fois une solution,
ou fait partie de la solution pour la lutte au changement climatique, mais en même temps, c'est un très, très gros pollueur. Donc, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on essaie de sensibiliser aussi. Il y a plein de petites initiatives qu'on fait à l'intérieur pour nous garder, si on veut, on point. Tu as raison, puis j'avais entendu à un moment donné, je ne sais pas c'est quoi la réponse exacte, là, mais que d'envoyer un courriel, c'était comme laisser une lumière allumée 24 heures, là, juste un courriel. Ouais. On en reçoit, puis on en envoie des milliers par jour. Fait qu'il y a des façons de faire les choses bien différemment là, qui peuvent contribuer. Tu as parlé de B Corp. C'est une grosse décision corporative parce que ça demande des changements, ça prend une volonté. Ça fait près de 2 ans ou plus de 2 ans là, déjà que vous avez entrepris la démarche. Oui. Est-ce que c'est difficile à maintenir? Puis est-ce que le renouvellement, c'est corsé? Puis c'est quoi l'impact sur l'équipe chez vous aussi? Est-ce que c'est quelque chose que les gens valorisent de travailler avec une entreprise qui est B Corp? Ou, Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens valorisent et dont les gens sont fiers. Se lancer dans un projet de B Corp, je le recommande vraiment à tout le monde parce que c'est quelque chose qui est très mobilisant. T'sais, on cherche toujours des idées de comment est-ce qu'on peut mobiliser nos équipes. Ben, mobiliser ces équipes à travers une certification B Corp, ça a un gros impact et ça, c'est hyper positif. La certification, c'est un processus qui est quand même assez long. On peut penser à quelques mois, 6 à 9 mois que ça prend pour se faire certifier. Et la recertification est effectivement plus difficile que la certification initiale pour 2 raisons. C'est premièrement, on a une historique. Hein, quand on répond aux questions, ben là, c'est plus facile pour les éditeurs de vérifier de ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez fait ce que vous avez dit au départ? Et donc, ça donne comme un peu un gage du futur. Et aussi, ben, la certification B Corp, elle évolue. Hein? Donc, c'est pas toujours les mêmes questions. Il y a certains axes, comme si on prend, mettons, le volet diversité et inclusion. Dans la dernière année et demie, pour toutes les raisons qu'on connaît, il y a beaucoup plus de critères, il y a beaucoup plus d'emphase qui a été mis là-dessus. Donc, ça a été du nouveau. Fait que c'est pas comme si on applique une recette, puis après ça, 3 ans plus tard, on sait que ça va être la même recette qu'on va devoir réappliquer, ça va changer. Puis après ça, ben, la faire vivre à travers les recertifications, c'est aussi quand même un challenge parce que c'est quand même assez vaste. Fait qu'il faut en parler avec ses équipes. Puis, en fait, il faut aller chercher aussi des idées des gens pour le faire vivre, se donner aussi des défis pour vraiment l'incarner parce qu'on ne veut pas que ça devienne juste une certification de hey, c'est cool, on est B Corp. Non, il faut trouver des moyens de l'incarner au jour le jour, en fait. Au niveau marketing, là, ne serait-ce que pour ton positionnement, le positionnement de vos offres, est-ce que ça a une valeur dans le marché, une certification comme B Corp? Ça commence, mais si les gens font ça pour le volet commercial, ils n'entreront pas dans leur investissement. Par contre, pour la marque employeur, je dirais qu'il y a un réel retour. Sans le quantifier, je le sens. Pour le volet commercial, moins. Il y a certaines organisations, par contre, qui commencent à donner des points dans leur appel d'offres. Si on pense à la BDC, je pense que c'est un des leaders au niveau B Corp au Canada. Tu peux avoir des points supplémentaires quand tu réponds à des appels d'offres si tu es B Corp. Et il y a plusieurs grandes organisations. On peut penser à Danone, évidemment, on pense à Patagonia. Il y a des grandes organisations qui sont B Corp. Mais ce volet-là tarde, si on veut. Quand je dis tarde, c'est comme si on attendait après ça. On ne l'attend pas vraiment, mais ce n'est pas encore nécessairement en place. Mais il y a une super belle communauté B Corp, autant au niveau local, national, même que mondial. Donc, au-delà du volet strictement commercial, on peut se faire des contacts, on peut networker. Et encore une fois, pour la marque employeur, je pense que ça, c'est super positif. Combien ça coûte, Olivier, sans indiscrétion, là, une certification B Corp en argent, mais en investissement aussi de temps et de ressources à peu près? Là? En argent, ça dépend de la taille de l'entreprise. Fait qu'il y a différents niveaux. Puis ça, c'est assez. Si on va sur le site, là, il y a tous les barèmes, c'est en termes de nombre d'employés, je pense. C'est le chiffre d'affaires, je ne me souviens plus. En termes de temps, je dirais ça, il faut pas le sous-estimer. Là. Pendant la certification, on peut penser là, qu'on va avoir besoin moi je dirais une personne à mi-temps. Encore là, ça va dépendre de la taille de l'entreprise et de la complexité. Mais nous, je peux dire que c'est peut-être une personne à mi-temps pendant le processus de la certification. Puis ensuite de ça, pour le faire vivre, en moyenne, 4 heures par semaine d'une personne au moins pour s'assurer qu'on fait vivre la certification. Donc, quelqu'un qui a comme ça comme rôle. Puis à travers différents projets, ben là, d'aller engager des gens. Olivier, j'ai eu la chance de côtoyer Julie, ta collègue, dans mon groupe RH.
Vous avez un comité femmes où pour toi la place des femmes dans le monde des affaires ou l'équité sont importants. Comment vous l'exploitez bien chez vous? Là? Comment vous le mettez en place pour que ce soit reconnu? Comme tu as dit, on a un comité de la femme. Encore là, je pense que ça prend un effort, un effort constant pour arriver autant à la parité homme-femme, à l'équité homme-femme, parité homme-femme, et aussi de mettre en place des principes de diversité et d'inclusion. Chez nous, je vais dire humblement, oui, on a une parité homme-femme, mais si on regarde au niveau du comité exécutif, il y a plus d'hommes que de femmes. Au niveau de direction, middle management, là, on a probablement plus de femmes que d'hommes. Ce qu'il faut surtout, et c'est ce que j'ai réalisé, en fait, à travers les derniers mois, depuis que la dernière année et demie, depuis que j'y porte une attention plus particulière, c'est qu'on ne peut pas le regarder au global. Au global, ça donne une certaine image, mais après ça, quand on le brise, que ce soit par équipe ou par niveau hiérarchique, si on veut, on a différentes images. Donc, il faut être capable de regarder tout ça sous différents angles, puis après ça, de prendre des actions différentes en fonction justement de ce qu'on veut faire. Et comme si on veut, pour le comité exécutif, là, ce que je veux mettre en place, c'est au niveau de mon comité aviseur puis de mon conseil d'administration, d'avoir plus de femmes que d'hommes pour, en fait, me permettre, en quelque part, puis encore là, je l'ai dit humblement, d'élargir mon réseau pour, ensuite de ça, être capable de recruter aussi. Olivier, question plus générale comme ça, là, comment tu entrevois ça, toi, l'avenir entrepreneurial au Québec? C'est quoi les prochaines étapes pour pousser encore plus loin là, le développement des entreprises? Puis, avec l'engagement social qui devient de plus en plus valorisé, ça va se passer comment, selon toi, dans les prochaines années? On a un super bel écosystème entrepreneurial au Québec. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider au démarrage d'entreprises. Moi, je vois d'un super bon œil la responsabilisation sociale des entrepreneurs et des organisations, je la vois d'un très bon œil. Plus on va être en mesure de valoriser collectivement que nos entreprises soient performantes, non seulement sur le volet financier, mais aussi sur le volet environnemental et social, je pense qu'on va mieux s'en porter. Je ne pense pas que la planète puisse finalement supporter d'avoir des entreprises qui, tout ce qu'ils veulent, c'est maximiser leurs profits. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour la société, puis pour les gens non plus. Donc, je pense que ça, j'espère un peu qu'on va le voir, ce virage-là, et que de plus en plus, ça va être valorisé, finalement, ce fameux triple bottom line-là dont on parlait, là, puis quand je parle triple bottom line, là, c'est la planète, les gens, les 3 P là, en anglais, mais les planètes, les gens et les profits, et de le mettre de l'avant. C'est-à-dire, regarde, ça, c'est ma performance financière, ça, c'est ce que j'ai fait au niveau social, puis ça, c'est les actions qu'on prend pour être plus responsable environnementalement parlant. Pour le volet entrepreneurial, encore une fois, je pense qu'il y a un super bel écosystème pour aider les startups. Là où je pense qu'il y a encore un écart qu'il faut combler, c'est de mieux accompagner les entreprises dans ce qui est appelé la vallée de la mort. Là. Autour de 4, 5, 6, 7 ans, là, c'est une période qui est difficile, qui n'est plus considérée nécessairement comme une startup. Je pense que ça, collectivement, si on est capable de s'aider, ça va nous permettre de créer, en fait, plus d'entreprises qui vont être conquérantes. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nos entreprises, les entreprises qu'on bâtisse, aillent à la conquête d'autres marchés, du reste du Canada, des États-Unis, du reste de la planète? Merci infiniment, Olivier. Tes réponses sont inspirantes. Ton parcours est inspirant. Je suis certain que nos auditeurs vont avoir apprécié. C'était pour moi un plaisir de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. À tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, abonnez-vous à nos communications pour ne rien manquer de la programmation et des activités offertes par l'AQT et pour y retrouver les nouvelles marques de l'industrie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition parce que ici, on parle techno.